Qu'est-ce que nous ressentons quand nous entrons dans une pièce? Depuis l'enfance jusqu'à la mort, on est constamment des êtres spatiaux. On est déterminés par l'espace qui nous entoure. Je trouve que les espaces en disent long sur eux-mêmes et sur les gens qui les habitent, les animent ou les occupent. Pourquoi un bureau nous rend-il morose, un restaurant nous détend et un théâtre nous inspire-t-il le respect? Les espaces ne sont jamais neutres. C'est une idée fausse. Nous aimons créer des environnements dans lesquels on se perd, où l'on se sent un peu désorienté, déstabilisé. Comment percer les secrets d'une pièce? Il faut considérer les espaces comme quelque chose que l'on construit. Autrement dit, ils n'existent pas par eux-mêmes. Ils sont créés, modifiés et finissent par disparaître. La Biennale de Venise, l'un des événements artistiques les plus importants du monde. Mais cette année, il ne s'agit pas seulement d'art, il est question de guerre, de mémoire, d'identité, autour de la question suivante: à qui appartiennent les espaces? L'aspect politique des espaces s'impose déjà devant le pavillon russe, avec une action de protestation menée par des militantes de Pussy Riot et de Femen. Mais cette année, le pavillon allemand se transforme lui aussi en espace politique. La façade a été recouverte d'une mosaïque réalisée par l'artiste Song Thieu. Elle représente un immeuble préfabriqué berlinois. Autrefois, c'était une résidence pour les travailleurs vietnamiens sous contrat en RDA. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une ruine. La salle principale a été aménagée par Henrike Naumann, récemment disparue. Pour elle, le pavillon allemand, avec son architecture nazie, était un espace hautement politique. Elle s'intéressait beaucoup aux espaces, et surtout à ceux qui sont chargés d'histoire. Et je pense qu'elle voyait les choses ainsi parce que ce pavillon est un peu l'espace ultime où l'on peut exposer l'art en Allemagne. C'est ce qu'il était pour elle, et c'est la raison pour laquelle elle s'y préparait depuis longtemps. Elle était ravie de relever ces défis. En février 2026, Henrike Naumann a succombé à un cancer. Elle avait 41 ans. Elle s'est intéressée aux espaces et à l'esthétique du quotidien en tant que reflet des idéologies politiques. À travers des salles de séjour, des meubles et des objets en apparence anodins, elle a posé les questions suivantes. Comment les espaces radicalisent-ils les gens? Comment vivent les terroristes du NSU? Et quel rôle les meubles ont joué pendant l'assaut du Capitole? Quand je travaille avec un espace comme celui-là, c'est toujours un défi pour moi en tant qu'artiste. Comment je vais gérer ce qui est inscrit dans cet espace, dans l'architecture, dans le design? Comment faire? Comment la violence ou l'idéologie se reflète-t-elle dans les choix esthétiques et architecturaux? Comment faire pour analyser cela, mettre l'accent dessus, sur la portée que ça a, et en même temps rompre avec, sans cesse? Et comment transposer ce problème de l'espace dans une œuvre? Je crois qu'Henrike a considéré chaque espace comme étant politique, car elle a tout pensé en termes de politique. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, elle était tellement agacée quand les gens lui disaient des choses comme « Vous ne pourriez pas faire quelque chose de beau, d'esthétique », car l'esthétique et la beauté sont elles aussi une question politique. Henrike Naumann n'a pas vécu assez longtemps pour assister à l'inauguration de la Biennale. Henrike a beaucoup travaillé sur les espaces privés, cosy, où les gens sont à l'aise. Même des gens qui commettent des actes de violence extrême, comme les terroristes du NSU, qui voulaient bien sûr tout de même se sentir à l'aise chez eux. Et puis elle s'était dit que peut-être, en réalité, la pire chose que l'on puisse faire à un espace, c'est de le rendre plus confortable. Et bien sûr, on ne peut pas se sentir à l'aise ici. L'installation de Naumann à la Biennale s'intitule « Die Innere Front », le front intérieur. Le pavillon devient un itinéraire à travers l'histoire allemande.
Enrique voulait créer un espace qui pose la question de savoir si nous vivons dans une nouvelle avant-guerre. Elle a superposé au plan de base une sorte de système théorique historique. Les visiteurs se déplacent depuis un mur de hiéroglyphes, qui représente pour elle une archéologie du présent, sur un axe est-ouest vers le rideau de fer. Et là se pose la question, qu'y a-t-il réellement après le rideau de fer, après la fin du socialisme? Entrons-nous, pour ainsi dire, dans une nouvelle période d'avant-guerre? Et que pouvons-nous faire en tant qu'individus pour éviter cela? Car ce n'est pas inéluctable. L'histoire se fait et peut aussi se défaire. Dans son atelier berlinois, Henrike Naumann a travaillé jusqu'à la fin sur son projet pour la Biennale de Venise. Voici l'entrepôt d'Henrike. C'est surtout là que sont rassemblées toutes les œuvres qu'elle a réalisées au fil des ans. Elle a essayé, tant bien que mal, de garder une vue d'ensemble. En fait, tout ce qui n'a pas encore été transféré au musée est entreposé ici depuis 2012. Beaucoup de choses ont été achetées en faisant les petites annonces. Et nous avons toujours fréquenté les marchés aux puces, un peu partout dans le monde. Dans le pavillon, il y a des objets qui viennent de Bavière, d'autres de Saxe, et il y en a que nous avons rapportés de Bulgarie. Henrike a créé, pour son travail au pavillon allemand, un PDF d'environ 380 pages dans lequel elle a résumé ses idées. C'est un document qui n'a cessé d'évoluer et qui s'est construit au fil des ans. Il contient beaucoup de réflexions qu'elle n'a pas approfondies, mais c'est comme ça qu'elle a toujours travaillé. Et elle a toujours réalisé des collages pour illustrer son travail. En fait, ils sont assez simples, mais si on les fait défiler, l'effet que ça produit, c'est qu'on a l'impression de la voir en train de penser. Lorsqu'il est apparu clairement qu'Henrike n'avait plus assez de force pour superviser elle-même tous les détails, nous avons mis en place des groupes de travail, avec de nombreux amis capables de prendre les décisions mineures dans un sens qui serait le sien. Il y avait donc plusieurs responsables. Par exemple, une personne s'est principalement occupée de la fresque et a guidé les participants dans ce projet. Et j'ai assuré en somme la communication entre l'atelier et Henrike. Elle aurait certainement pris des décisions différentes sur les petits détails, mais nous avons toujours essayé de nous référer à son concept. Et pour moi, c'était important de mener ce projet à bien. Je ne me le serais jamais pardonné si cela n'avait pas abouti. Et j'y tenais absolument. Pour Henrike. Mais ça a été une période très intense sur le plan émotionnel et très prenante. Et je suis content que ce soit enfin presque terminé. Henrike Naumann ne s'intéressait pas à l'extrême, mais à ce qui semble normal, les salles de séjour, les meubles, les rideaux, les espaces où se tisse la vie en société, où elle prend ses aises dangereusement et où elle peut basculer. L'atelier du duo d'artistes Elmgreen et Draxet est situé dans une ancienne station de pompage berlinoise. Leurs espaces et leurs sculptures déstabilisent, déroutent et laissent perplexes. Nous aimons que les gens entrent dans un monde qui pourrait d'abord leur sembler familier, mais qu'ensuite apparaissent des éléments excentriques, dérangeants ou drôles, ou décalés, et qui ainsi amènent à penser de façon nouvelle leur environnement quotidien. Les œuvres de Michael Elmgreen et Ingar Draxet connaissent un immense succès. Elles sont disséminées aux 4 coins du monde. Un tremplin vers l'infini, une boutique de luxe fermée dans le désert texan, une piscine à la verticale en plein cœur de New York.
le pavillon nordique de la Biennale de Venise 2009 a été transformé en villa isolée avec collectionneur mort. Tout a commencé à Copenhague, voilà plus de 30 ans. On s'est rencontrés dans un club gay à Copenhague. À l'époque, il n'y en avait qu'un. On ne s'y sentait pas notre place, ni l'un ni l'autre. Et on s'est découvert. Michael a fait semblant d'être timide. Je l'étais. Oui, peut-être un peu. Et au bout de 2 heures, j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis venu vers lui et j'ai dit si on sortait d'ici. Et là, nous avons découvert que nous habitions non seulement dans le même quartier, mais dans la même rue. Et dans le même immeuble. Donc on a dû rentrer ensemble à la maison, en quelque sorte. Et cela a été le début de notre relation d'abord et de notre collaboration ensuite. Mikael Elmgreen a grandi au Danemark, Ingar Dragseth en Norvège. La seule raison pour moi de créer ces installations immersives, c'est que, petit, je voulais vraiment avoir une maison de poupée. Mais on ne me le permettait pas. J'avais des parents très vieux jeux qui pensaient que ce n'était pas bien pour un garçon d'avoir une maison de poupée. Aujourd'hui, je prends ma revanche. Je crois aussi qu'en grandissant, quand on se rend compte qu'on est gay, on est peut-être plus sensible au fait que les choses autour de soi ne sont pas vraiment ce qu'elles semblent être. Les espaces sont arrangés d'une certaine façon, suivant certaines structures familiales, certains idéaux de cette société, et tout le monde se comporte comme si c'était la seule et unique façon de vivre. Donc, je crois que depuis l'enfance, nous avions déjà une certaine méfiance vis-à-vis de l'espace ou de ce qu'il exigeait de ses utilisateurs. Dans une de leurs performances, Elmgreen et Dragseth peignent une galerie en blanc pendant 12 heures, afin de remettre en question la nécessité pour les espaces d'exposition d'avoir toujours ce même aspect. Aujourd'hui encore, ils portent un regard critique sur le musée en tant qu'espace. Pourquoi nous taisons-nous toujours en y entrant, comme confis dans le respect ? L'un des éléments qui influencent notre comportement dans les espaces muséaux, c'est bien sûr souvent leur taille. Par exemple, la hauteur des plafonds. Et les éclairages sont froids. Cela nous donne la sensation d'une sorte de stérilité ou d'une neutralité qui fait que nous avons tendance à baisser la voix. Pour l'exposition « Nature morte aux légumes », les artistes ont entièrement investi le musée Städel de Francfort. Nous avons décidé non seulement d'exposer nos œuvres dans la partie contemporaine du musée, mais aussi de nous répandre comme un gentil virus dans tout le musée, y compris dans la collection d'art classique. Leurs travaux entrent en dialogue avec des œuvres d'art qui datent de plus de 700 ans. Vous allez en trouver dans des endroits inattendus. Quand vous visitez le musée, c'est une sorte de chasse au trésor. Un open space désert. Des objets personnels permettent de deviner qui travaillait ici. Au-dessus, The Cloud, un restaurant chic. Ou un salon d'aéroport. Une femme est assise seule avec son téléphone portable. Elle passe un appel vidéo à un ami. Ce qu'on constate souvent dans les espaces publics et dans les restaurants, même si les gens sont ensemble, et même les couples, c'est qu'ils sont chacun sur leur téléphone. Et nous trouvons intéressant qu'aujourd'hui, les gens, dans n'importe quelle situation, ont tendance à être dans 2 espaces en même temps. Les limites entre l'art et les visiteurs s'estompent.
Elmgreen et Draxet nous montrent pourquoi nous avons tant besoin d'espaces publics comme le musée. Les espaces publics sont faits pour rassembler, pour que les gens soient ensemble et partagent leurs expériences, leurs valeurs, ou s'affrontent, ou tombent amoureux. Nous avons besoin d'espaces comme les piscines publiques ou les maisons communes pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas simplement dans notre petit coin avec notre iPhone. Nous avons besoin de sortir et de nous mêler aux autres. Retour à Venise. C'est ici et à Paris que vit le duo Hilla Becca et Louise Lemoine. Depuis 20 ans, ils réalisent des films sur les espaces. Ils s'inspirent de l'espace urbain, de l'architecture et des gens. On parle très peu du ressenti de l'espace. Donc, on a commencé à faire des films pour essayer d'explorer plutôt cette sensation, la sensation d'être dans un espace et de comment notre corps répond à un espace plutôt qu'à l'architecture elle-même. Ces films, toujours tournés du point de vue des humains, des gens, connaissent un succès international. Tout a commencé en 2008. Dans leur premier documentaire, Cola's House Life, ils accompagnent la femme de ménage Guadalupe Acedo qui travaille dans l'emblématique Maison à Bordeaux de l'architecte vedette Rem Koolhaas. Il l'a conçue en collaboration avec les parents de Louise Lemoine. Elle connaît de près toutes les questions que pose ce bâtiment célèbre. La connaissance que j'avais de ce lieu me permettait d'avoir aussi une très forte conscience de l'espèce d'énormes fractures entre une réalité au quotidien, la question de la conservation d'une maison qui est un véritable prototype technique, architectural, et l'image publique. Et donc on voulait combler cette absurdité-là avec une vision plus honnête, plus franche, plus directe. Je ne sais pas ce que je ferais si j'avais de l'argent. J'en sais rien. Si je pouvais, vraiment non, hein, c'est trop gris. Hein. C'est gris. Ce sont les goûts de Satan, je le répète. Mais moi, non. C'est une femme extraordinaire qui est très libre dans sa parole. Et du coup, cette maison qui est extraordinaire pouvait aussi montrer, grâce à elle, ses faiblesses. Ce film a fait connaître Guadalupe Acedo et le duo. Et il a été présenté en 2008 à la Biennale d'architecture. Grâce à elle, on a compris qu'on n'était pas en train de parler d'architecture, mais on était en train de parler de ce que c'est un rapport corporel à l'espace. Une quarantaine de films ont suivi. Regardez l'architecture par la petite porte. À travers les personnes qui l'entretiennent, qui s'y déplacent ou qui évoluent toute leur vie dans ces espaces. Comme Moriya Massan, qui vit ici à Tokyo. Il n'a jamais pris l'avion, n'a jamais quitté cet endroit. Il a passé sa vie ici même. À la mort de sa mère, il a écrit une lettre à un architecte de renom. Il souhaitait démolir la maison familiale et en construire une nouvelle. L'architecte Ryu Nishizawa a accepté. Quand on a rencontré Moriya Massan, on a compris que ce qui pouvait être réellement la force de la relation en espace. C'est quelqu'un qui sait
bouger à l'intérieur et tout est harmonieux. C'est quelqu'un qui décide l'emplacement dans sa maison selon la lecture qu'il fait ou la musique qu'il écoute ou le film qu'il doit regarder. C'est quelqu'un qui a une finesse extraordinaire par rapport au ressenti de l'espace. Après leur rencontre avec Moriyama Hassan, leur vision s'est élargie. Ils ont voulu montrer des espaces qui peuvent améliorer la vie des gens. Comme le centre de rééducation Rehab à Bâle, conçu par les célèbres architectes suisses Herzog et de Meuron. C'est sans doute le film le plus personnel de Louise Lemoine. J'y ai raconté une histoire qui est celle de mon enfance et de mon rapport avec mon père qui a été accidenté de la route quand j'étais une petite fille. Et donc j'ai passé toute mon enfance dans les hôpitaux et les centres de rééducation. Et évidemment, c'est des souvenirs pour moi très douloureux. Et de faire ce film a été un peu thérapeutique pour moi. Et surtout de se rendre compte et d'aller dans un lieu qui est un exemple, qui pourrait être un modèle d'inspiration pour la manière dont on fait des hôpitaux. Un lieu fascine particulièrement Louise Lemoine et Hilla Becca dans la cité lacustre. Paolo Rosso est un bon ami du duo et c'est grâce à lui qu'ils ont découvert cette île. Nous prenons le bateau pour nous rendre au fort de Sant'Andrea. Elle a été la principale défense de Venise. Et depuis plus de 70 ans, elle est à l'abandon. C'est donc un lieu tout à fait particulier. Paolo est une sorte de médiateur culturel de Venise. Avec son association Microclimat, il organise des événements culturels sur l'île et la rend ainsi accessible au public. Un lieu plein de secrets. Donc en fait, il y a vraiment... Ce qui est intéressant ici, c'est que la végétation d'abord prend le pas sur l'architecture. On est vraiment dans un lieu qui est sauvage ou laissé à l'abandon et donc on a l'impression de cette sensation de découverte d'un lieu oublié et qui est vraiment extraordinaire. Et puis tout d'un coup, après, petit à petit, on entre dans les espaces du fort. On a l'impression de découvrir un petit temple d'une autre époque entouré de la nature qui a pris un peu le dessus. Et avec les oiseaux, comme ça, très forts, qui nous survolent sur nos têtes. Et c'est la force de la nature, à quel point ça nous explique à quel point la ville de Venise est liée à la nature. À travers leurs films, Louise Lemoine et Hilla Becca nous montrent qu'il vaut la peine de parcourir le monde plus attentivement et de noter les émotions que les espaces provoquent en nous. Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss alles sich ändern. Les décors de théâtre sont bien plus que des décors. Ils transmettent une atmosphère, des émotions et font naître des univers. Puis, peu après, ils sont démontés. Michaela Fluck est la scénographe en titre du Schauspielhaus de Zurich. Pour la mise en scène du classique italien Il Gattopardo, le guépard, elle a reproduit tout un palais sur scène, imposant, majestueux et, seulement en apparence, destiné à durer éternellement. C'est avec le guépard, l'histoire du déclin d'une famille noble sicilienne, que s'ouvrait début mai le célèbre Theater Treffen de Berlin. Le jury a salué la somptuosité des décors qui plongent le public au cœur du XIXe siècle et dans lesquels on peut aussi distinguer les signes avant-coureurs des bouleversements de notre propre époque. Les décors ont été transportés de Zurich à Berlin à bord de 3 gros camions.
C'est toujours un moment très particulier lorsque la scène est entièrement montée et que j'entre dans cet espace pour la première fois. Là, je l'observe sous tous les angles et c'est sans aucun doute un processus très physique. Cela passe aussi beaucoup par le toucher, les sons et les moyens de s'y déplacer. Quelles sont les distances? Quelles sensations ça éveille de traverser cet endroit? Ces espaces regorgent de petites anecdotes et de détails qui ne se voient pas forcément depuis la salle. Nous travaillons avec une entrée immersive. Le public a la possibilité d'accéder à ce palais en passant par le tunnel. Le tunnel fait office de transition entre le monde extérieur et cette simulation de palais. Le public peut ainsi observer l'espace de très près, de manière très détaillée et fragmentaire. Il peut même toucher les objets. Pour ses recherches, Michela Flück s'est rendue à Palerme, où la dégradation des anciens palais se poursuit. C'est assez impressionnant parce qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Notre palais du Guépard n'est rien comparé à tous ceux qu'on trouve en Italie et qui tombent peu à peu en ruine sans pouvoir être rénovés. Ses œuvres sont présentées sur de grandes scènes, telles que l'Opéra allemand de Berlin ou le Burgtheater de Vienne. Elle travaille comme scénographe depuis 15 ans. C'est un métier où il est possible de travailler en toute liberté, un peu comme dans les arts plastiques. On a la possibilité de concevoir des espaces, des objets, comme des sculptures. La pièce Like Lovers Do, qui traite de la violence sexuelle, a été créée en 2021 au Kammerspiele de Munich. Pour l'occasion, Michela Flück a conçu un décor qui rompt délibérément avec le réalisme. Dès le début, en lisant ce texte, qui est par moments très explicite, très brutal, très douloureux, mais aussi très fragmenté et très suggestif, tout en étant pour moi très visuel, j'ai su que je voulais absolument lui donner une sorte de demeure ou de réceptacle, un lieu qui ne se contente pas d'illustrer le texte. Und so schlug ich zurück. Dieses Lied ist demjenigen gewidmet, der seinen Wagen neben mir anhielt, mitten in der Nacht und mich trat und schrie Bettle und weitermachte, bis ich schließlich bettelte. C'est un lieu qui ne reproduit pas non plus la violence ou les thèmes présents dans le texte. C'est-à-dire que ça ne s'inspire pas d'un lieu réel, mais ça crée un espace très suggestif, ouvert, tout en adoptant déjà une certaine posture et en posant un cadre. Il en va tout autrement dans Il Gattopardo, où l'espace s'efforce d'être aussi réaliste que possible. Le but est de créer une illusion parfaite et de faire revivre l'univers de la noblesse italienne du XIXe siècle. Après 2 représentations, le Palazzo sera démonté à Berlin. La pièce sera encore jouée à quelques occasions à Zurich. Puis à un moment donné, le décor sera détruit. J'apprécie que le théâtre, scénographie incluse, puisse réagir spontanément aux réalités politiques, sociales ou esthétiques du moment. Celles qui se présentent à nous et qui nous touchent. D'un autre côté, je trouve que ça fait mal quand une pièce s'arrête et que le décor est démonté ou mis au rebut. Les espaces influencent la façon dont nous ressentons les choses, dont nous pensons et vivons ensemble. Que ce soit dans la sphère privée ou publique, l'aménagement des espaces contribue à définir qui nous sommes et comment nous nous y comportons.
Ils ne sont jamais de simples décors. Toujours, la société s'y reflète.